Tu as été fauché par un conducteur de 90 ans qui a perdu le contrôle de son véhicule. Tu t'es retrouvé projeté à 50 mètres. Je donne un gros coup de thorax parce qu'il y a des gens qui m'empêchent de me relever. Et j'arrive à voir ce qui se passe en bas et là je vois que j'ai plus ma jambe. Je me revois me dire à ce moment précis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est quoi cette vie? J'en veux pas. La colère, elle était contre qui? La colère, elle est contre la vie, je pense déjà. Voilà, pourquoi moi? Il faut accepter de lâcher, d'aller mal, de tomber bien bas pour vider ce qu'il y a à vider. Moi, je suis convaincue qu'on finit toujours par s'en sortir d'une manière ou d'une autre avec le temps qu'il faut. Il ne faut pas lâcher, vraiment. Salut Pauline. Salut Leslie. Bienvenue dans le portrait, je suis ravie de t'accueillir sur notre plateau. Alors actuellement, tu es en promo pour ton livre aux éditions HarperCollins qui s'appelle Impossible. Pourquoi tu l'as appelé comme ça et pourquoi tu l'as écrit comme ça? Ça a toujours été un petit peu ma ligne de conduite, si je puis dire, de transformer l'impossible en possible. Donc c'est pour ça que le IM d'impossible, je le mets entre parenthèses parce que ça devient possible. Voilà. Et pourquoi, tout simplement, tu as eu envie d'écrire un livre? Ça fait longtemps que j'ai en tête d'écrire ce livre. J'ai mis du temps à le sortir, mais c'était important pour moi parce que j'ai énormément raconté mon histoire un petit peu partout. Et c'est vrai que j'avais le sentiment de ne pas avoir vraiment parlé de l'envers du décor. Et pour moi, c'est important, après toute l'histoire que j'ai eue, de raconter cet envers du décor et notamment de parler des moments très compliqués pour... on va dire rétablir une certaine vérité. Voilà, j'ai vécu un drame, bien sûr, j'ai vécu des choses extraordinaires par la suite, mais je ne suis pas une héroïne et je suis passée par des moments très durs. Et voilà, comme je dis souvent, celui qui va bien et qui lira mon livre, j'espère qu'il ira encore mieux. Et celui qui va un petit peu moins bien, j'espère que ça lui donnera des clés pour s'en sortir. Alors ton histoire, tu l'as beaucoup racontée, tu la racontes aussi dans le livre. Tu as vécu un dramatique accident il y a 6 ans, quasiment jour pour jour, avec le jour de notre tournage aujourd'hui. Je voudrais qu'on la raconte encore un petit peu pour continuer de marquer les esprits. Peut-être que ça permettra voilà, que ce genre de drame se produise moins, en tout cas, parce qu'on peut pas les éviter non plus. Donc tu as été fauché, tu étais assis sur ton scooter à l'arrêt, tu as été fauché par un conducteur de 90 ans qui a perdu le contrôle de son véhicule. Tu t'es retrouvé projeté à 50 mètres et je te laisse raconter la suite. Oui, c'était vraiment inattendu, c'est le moins qu'on puisse dire. J'étais dans un endroit où on est censé être en sécurité, sur le trottoir. J'attendais Tiffaine, ma copine, qui achetait des fleurs pour le dîner qu'on avait le soir. Et ça s'est passé derrière mon dos. Donc finalement, je me retrouve effectivement projetée 50 mètres plus loin. Je comprends tout de suite que c'est très grave, mais que je suis en vie, que je respire, j'ouvre les yeux. Il y a déjà beaucoup de gens qui s'affairent autour de moi et je sens qu'il se passe quelque chose en bas. C'est horrible parce que dans l'esprit commun maintenant, on y pense tout de suite. Je crois que c'est un attentat qui vient de se produire. Et je donne un gros coup de thorax parce qu'il y a des gens qui m'empêchent de me relever et j'arrive à voir ce qui se passe en bas et là je vois que j'ai plus ma jambe et à ce moment précis je comprends que la vie d'après, celle que je vais avoir, elle va être radicalement différente de ma vie d'avant et que quelque part je vais laisser celle que j'étais avant sur ces pavés. Et pour moi, c'est une tristesse absolue. Je me souviens avoir regardé le ciel et avoir hurlé de toutes mes forces parce que c'est la détresse à ce moment-là. Et le seul visage familier qui arrive à me rassurer, à me consoler, si je puis dire, quand je suis par terre, c'est celui de Tiffaine, mon amoureuse, qui tout de suite comprend que c'est très grave. Tout de suite, elle comprend aussi ma détresse. Et elle me dit cette merveilleuse déclaration d'amour. Elle me dit, t'inquiète pas, je vais t'aimer toute ma vie. Aujourd'hui, je lui dis qu'elle n'est pas obligée de tenir cette promesse, hein, parce que elle est libre. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'aide énormément. Et je suis en fixette à demander à tout le monde si on va pouvoir me recoller ma jambe, parce que à ce moment-là, je crois que la médecine va pouvoir faire des choses fantastique, merveilleuse, et jusqu'à mon arrivée à l'hôpital militaire de Percy,
puisque c'est là-bas que j'ai été hospitalisée. J'apprendrai par la suite que pourquoi là-bas, c'est parce que ce que j'avais, la jambe arrachée, c'est comme une blessure de guerre. Et avant de partir au premier bloc opératoire, je demande à un médecin donc s'ils vont me recoller ma jambe, et tout de suite il balaye cet espoir en me disant que ça va pas être possible malheureusement. Tu survis quand même miraculeusement grâce à mon casque. Ouais. Vraiment, comme j'attendais Tiffen sur mon scooter et voilà, pour aller vite, hein, parce que dans cette vie on est pressé, on aime aller vite. Je garde mon casque et ce casque qui me sauve la vie, hein, qui a été projeté avec le choc, mais ça les médecins me l'ont dit. Hein, si je l'avais pas eu, je serais pas là avec toi en train de te parler. Donc c'est vrai que ça tient à rien finalement, à une décision puis une autre, parce que j'aurais pu laisser mon scooter, accompagner Tiffen ou enlever mon casque. Voilà, c'est des genres de détails. Après évidemment on se refait le film de cet accident. Tu t'es interrogée beaucoup sur l'instinct de survie? Sur le moment, c'est vrai que l'instinct de survie, c'est, comme son nom l'indique, instinctif, mais je pense réellement qu'il existe, et pour n'importe quel individu dans une situation extrême où voilà, le cerveau décroche, mais qu'il y a cet instinct-là qui est plus fort que tout. Et j'en ai fait l'expérience parce que la fille d'avant que j'étais, elle avait peur de tout, du sang, de l'hôpital, des accidents. Elle était plutôt privilégiée, et c'est vrai que jamais j'aurais pu vivre cette scène de chaos, de guerre absolue que j'ai vécue. Et c'est l'instinct de survie qui m'a aidée dans ces cas-là. C'est cette adrénaline où en même temps on est moi en tout cas j'étais vraiment très lucide, c'est-à-dire que je me souviens de détails où quand j'étais par terre, je donnais des indications à Tiffen, je lui disais de prévenir ma mère. Non, finalement, on prévient pas ma mère parce qu'elle est encore au Maroc. Enfin, voilà, des trucs où on n'est pas censé y penser. Mais donc, l'instinct de survie, c'est ça. C'est une force surnaturelle avec une lucidité impressionnante. Et je pense qu'on peut tous en faire l'expérience dans une vie. En tout cas, le plus tard possible. Ça, je le souhaite à tout le monde. Mais oui, ça m'a aidé, cet instinct, c'est sûr. Alors tu disais, tu arrives à l'hôpital Percy, tu rentres dans un tunnel avec de très longs mois d'hôpital, tu le décris dans le livre, des opérations très rapprochées, parfois 2 jours, 3 jours, et tu as des moments d'extrême solitude, de détresse, de noirceur, forcément, comme on peut l'imaginer. Est-ce que tu te souviens quelles étaient à ce moment-là les émotions qui prenaient le dessus? Est-ce que c'était la colère? Est-ce que c'était la souffrance physique? Peut-être tout en même temps? Ouais, c'était un mélange de tout. C'est vrai que les premiers temps à l'hôpital, j'avais l'impression d'être dans une machine à laver, dépossédée de tout, à subir. Et ça, j'ai détesté subir. Voilà, moi, je suis de nature hyperactive, sportive. Donc là, ça a été vraiment violent pour moi de devoir respecter les ordres, de rester alité, parce que voilà, fallait surtout pas que je tombe pour aggraver ma blessure. Et puis de lâcher prise aussi psychologiquement, voilà, ne serait-ce que prendre des médicaments pour aller, voilà, pour pas sombrer trop, pour la douleur. J'ai dû lâcher prise, ça a été très dur, et bien sûr, il y a eu beaucoup d'émotions, de bonheur quand même quelque part, ça en premier lieu, parce que moi, mon réveil, ne serait-ce que de voir le visage de ma famille, des gens que j'aime, qui ont arrêté tout ce qu'ils étaient en train de faire pour être à mon chevet. J'avais envie de leur dire, les gars, fallait pas venir. Mais ça paraît bête, mais j'ai eu énormément de visites, énormément de gens qui sont venus, à tel point qu'on a dû me dire, là, il faut qu'il y ait moins de monde dans la chambre. Donc ça, j'oscillais entre des moments de joie pendant les journées et quand la nuit tombait, tout retombait. Et je l'ai souvent dit, hein, je pleurais à hauteur de ce que j'avais rigolé entre guillemets dans la journée. Donc c'est particulier, c'est les montagnes russes émotionnelles, beaucoup de souffrance, oui, tu l'as dit, physique bien sûr déjà, et psychologique, parce qu'il y a un deuil à faire, et que je réalise chaque jour de mon hospitalisation ce qui m'est arrivé, et sans savoir ce qui va m'arriver dans le futur, qu'est-ce que je vais devenir finalement. Beaucoup de colère, bien sûr. Même si la colère, ça a été un moteur, certainement, qui m'a fait avancer très vite dans cette épreuve. Et une tristesse et une nostalgie que j'ai encore aujourd'hui. C'est une nostalgie qui est latente et qui sera toujours là, je pense.
La colère, elle était contre qui? Contre quoi? La colère, elle est contre la vie, je pense déjà. Voilà, pourquoi moi? Pourquoi moi, tout simplement. Pourquoi cette minute précise, c'est tombé sur moi? Ouais. Ouais, c'est ça. Et surtout contre ce conducteur que je ne connaissais pas. Hein. Voilà, j'avais son profil par l'intermédiaire des avocats, mais il y a toute une procédure judiciaire lourde qui déshumanise finalement les parties. Mais voilà, j'avais le profil de ce conducteur, je lui en voulais énormément d'avoir pris le volant. Le père d'une autre victime de l'accident nous avait confié qu'il l'avait vu à la sortie d'un commissariat et qu'il ne lui confierait même pas un caddie de supermarché. Donc ça en disait long finalement sur la forme physique de ce monsieur. Et donc une vraie colère contre lui d'avoir pris le volant, de m'avoir pris ma jambe. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que dès le départ, j'avais très envie de parler à ce monsieur, de comprendre, d'essayer de comprendre, même quand il n'y a rien à comprendre. Mais j'avais besoin de savoir à qui j'avais affaire, parce que j'étais en colère contre lui, bien sûr. Alors j'avais prévu de te poser la question plus tard, mais comme tu l'évoques, tu as pu rencontrer ce monsieur dans le cadre de ce qu'on appelle la justice restaurative. Raconte-nous comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as été chercher dans cette rencontre finalement? C'est vraiment la justice restaurative, je l'ai découvert à travers cette procédure que j'ai moi-même faite, mais c'est peu connu en France et ça permet de faire une médiation entre les deux parties en dehors du cadre judiciaire et ça a été vraiment le meilleur moyen pour moi d'avancer. Donc à l'aide d'une médiatrice, d'un thérapeute, j'ai pu effectivement en sortie de Covid rencontrer ce monsieur, alors pas en vrai parce qu'il voulait pas me voir handicapée, lui et sa femme, parce que sa femme était avec lui dans la voiture. Donc ça s'est d'abord fait au téléphone, on a parlé longtemps et puis moi j'ai pas lâché, je voulais absolument mettre un visage sur celui qui m'avait pris ma jambe, donc on a fini cet appel en visio. Ça a été un moment très fort, très bouleversant pour lui comme pour moi, je pense. Voilà, moi j'avais face à moi un homme qui était anéanti de ce qu'il avait fait, tout à fait conscient, dévasté, et ça aurait pu être mon grand-père. Voilà, donc tout de suite, moi, ça désamorce quelque part la colère tournée vers ce monsieur précisément. Et il m'a dit des choses très fortes. Il m'a dit qu'il savait qu'il n'était plus capable de conduire, qu'il reportait, mais c'était dur. Il n'arrivait pas à arrêter la conduite et que s'il y avait une loi, il l'aurait respectée. Et c'est pas ce que j'avais envie d'entendre parce que c'est lui qui me l'a dit, mais cette phrase, elle a résonné en moi encore aujourd'hui. Elle résonne en moi parce que c'est très important. Ça veut dire que ce monsieur, il était conscient de son incapacité. C'était un conducteur exemplaire qui respectait le code de la route, mais il a été victime de lui-même. Et s'il y avait une loi, du fait de ce statut de conducteur exemplaire, il aurait respecté cette loi. Sauf que cette loi, elle n'existe pas. Tu dis qu'il ne te demande pas pardon, et tu dis heureusement qu'il m'a pas demandé pardon. Ouais, ça aurait été très compliqué pour moi de me retrouver dans cette posture, de devoir lui pardonner. Même tu vois là, j'ai du mal à le dire. Pour moi, je peux vivre sans pardonner à ce monsieur. Je vis très bien. Pour moi, la question, elle se pose pas. Ou alors, si vraiment je dois répondre, j'ai pas envie de lui pardonner parce qu'il a pris ma jambe. Et ça pour moi, c'est trop difficile. En revanche, je comprends un peu plus en ayant eu cet échange avec lui que c'était dur et c'est pour ça que moi je me suis engagée dans un combat, on en parlera plus tard, de sécurité routière, mais voilà, oui, j'ai trouvé ça élégant de sa part de pas me demander pardon parce que la question se posait pas finalement. Il est en prison, ce monsieur? Alors non, et s'il était encore vivant, puisqu'il est décédé quelques temps après, il ne serait bien évidemment pas allé en prison du fait de son grand âge. Mais c'est aussi pour ça que j'avais hâte de le rencontrer parce qu'il y avait cette notion de temps, surtout après un drame comme celui qu'on a vécu pour le coup, où il pouvait mourir à tout moment. Donc heureusement, j'ai pu avoir cet échange avec lui avant sa mort. Alors tu parlais tout à l'heure de la colère que tu ressentais. Comment tu as fait avec celle de ton entourage? Comment tu as fait avec eux? C'est-à-dire que forcément l'entourage est dévasté, ta famille, tes amis, tes parents. Comment vous avez fait tous ensemble? Parce que ta colère devait les affecter, ils devaient être eux aussi dévastés, ça devait aussi avoir de l'influence sur toi, mais toi en même temps tu penses aussi forcément à toi et à toute ta détresse. Comment t'as géré toute cette situation?
J'ai toujours essayé d'épargner les autres Ouais. autour de moi, je pense, même si évidemment, voilà, parfois c'est trop dur. Hein. Je pense à Tiffaine qui a vécu des scènes, voilà, de détresse de ma part ou qu'elle a dû gérer. Je pense aussi à ma maman. Voilà, son enfant, il a été blessé dans sa chair. Je pense que on est maman maintenant, Ouais. toi et moi, et c'est quelque chose qui doit, voilà, qui est extrêmement difficile quand son bébé est blessé. Et ça a été extrêmement dur pour elle. Et c'est vrai que moi, je voulais pas qu'elle s'inquiète plus. Et du coup, j'étais dans une démarche de la rassurer. Et cette posture-là face à elle, elle me donnait de la force pour presque me convaincre moi-même que ça va aller. Et c'est vrai que, voilà, chacun gérait comme il peut. J'ai mes frères et sœurs qui ont été extrêmement présents. Moi, je suis l'aînée de la famille. Et c'est vrai que dans leur rôle, avec leur personnalité, ils ont essayé d'être là, avec pudeur, avec respect, compréhension. C'est incroyable comme une famille entière peut, je dirais, se transcender dans ces situations, parce que c'est évident pour personne la place de voilà d'être à côté d'une personne qui a été blessée physiquement, de faire avec ses souffrances. Voilà, on a essayé de traverser ça du mieux qu'on pouvait, en étant à la fois soudés, en respectant la douleur propre de chacun. Et je pense que ça nous a énormément rapprochés. Je pense notamment à mes frères et sœurs. Hein. On est vraiment comme ça. On a une merveilleuse relation. Et c'est vrai que pour Tiffaine, évidemment que ça nous a soudés. Et je me souviens, les médecins nous avaient dit, vous avez le droit de fusionner. Donc Okay. on était vraiment plus qu'ensemble. Et moi, c'était la personne que je voulais tout le temps avoir avec moi. Et ma maman, pour qui encore aujourd'hui c'est difficile, je pense qu'elle quelque part elle s'en remettra jamais, mais elle me dit souvent ça m'aide de devoir aller bien. Donc moi j'ai envie de continuer à essayer d'aller bien. Dans ton livre, tu parles dans la première partie de ta vie d'avant. Donc tu parles de tout l'amour que tu as eu, de la protection de tes parents, de ta famille. Tu parles aussi de la rigueur et de la discipline, notamment à travers l'apprentissage du piano. Est-ce que tu penses, après coup, que tout ce que tu as acquis dans ton enfance comme protection, ça t'a permis finalement de tenir le coup après? Est-ce que tu penses que tu as puisé là-dedans pour justement après arriver à avoir cet élan vital qui finalement ne t'a pas quitté? C'est certain. Comme tu dis, l'élan vital, je l'avais déjà. Et avec tout ce que j'ai vécu, moi, j'ai été extrêmement privilégiée, surprotégée par ma mère quand j'étais jeune. Donc c'est vrai que, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait énormément de choses. J'avais la passion du sport, de la musique, et je m'étais trouvée dans une voie professionnelle qui me convenait. Donc c'est vrai que je pense que ça a été des atouts, des armes pour rebondir aussi quand j'ai eu cet accident. J'avais déjà des bonnes bases, même si, je le redis, hein, moi j'ai jamais eu une jambe cassée, j'ai jamais dû faire une intervention dans un hôpital. Et c'est vrai que c'était un monde inconnu pour moi, auquel j'ai dû faire face. Et c'est peut-être ça qui a été le plus dur, parce que c'est d'une violence visuellement, sonorement. Ouais. Moi, voilà, j'ai des flashs de l'hôpital. Je me souviens de la première fois, la première douche après l'accident, où tu vois, t'es allongé sur un brancard dans une salle waterproof, si je puis dire, et que là, t'es tellement diminué, c'est hyper humiliant à la fin, même si les soignants sont exceptionnels avec toi, mais ta dignité est touchée. Et là, moi, je me revois me dire à ce moment précis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais c'est quoi cette vie? J'en veux pas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, certainement que ce que j'ai vécu avant refait surface et reprend le dessus. Moi, cet élan vital, il m'a jamais quitté. Je voulais être dans l'action, même quand on me demandait de rester allongée sur mon lit. T'as pas eu des idées noires? J'ai jamais voulu en finir. J'ai jamais pensé à ça, honnêtement. En revanche, dans les premiers temps, je me suis battue, mais je le faisais pour les autres. Je me disais, je peux pas leur faire ça. Je peux pas lâcher, mais sans grande persuasion. Voilà, je me disais, ma vie va être vraiment misérable, compliquée. Tiffaine, qu'est-ce qu'elle fait à rester avec moi pour être avec une handicapée? Enfin là, je me suis dit des trucs violents comme ça, mais jamais je me suis dit je veux mourir. Je me suis peut-être dit par contre moi je veux plus vivre comme ça, mais sans avoir l'idée de mourir, tu vois. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est grâce vraiment à mon entourage, à ceux qui étaient autour de moi qui m'ont donné la force. Comment tu as
envisager le regard que les autres allaient porter sur toi et ton propre regard sur toi? J'y ai pas pensé tout de suite, même si c'est vrai que j'ai mis du temps à regarder ma blessure. Hein. Ça, ça a été très long. Et je me souviens avoir demandé à l'infirmière est-ce que je peux regarder et qu'elle m'a dit si tu poses la question, ça veut dire que t'es pas encore prête. Elle avait raison. Parce que ce côté unijambiste, pardon, c'est je trouve toujours salé d'ailleurs. Donc le regard que je porte sur moi, pas sur quelqu'un comme moi bien sûr. Donc c'est difficile parce que ton corps est clairement abîmé, difforme. Le regard des autres, bien sûr, j'y ai pensé, ne serait-ce que les personnes qui rentraient dans ma chambre et qui ne m'avaient pas encore vue. Bien sûr, moi j'avais une certaine honte, j'essayais de cacher, mais j'ai tout de suite compris que c'était finalement le regard qui peut te faire sentir mal. C'est un regard qui va être malveillant, qui va être déplacé. Sauf que quand c'est les personnes qui t'aiment, qui rentrent dans ta chambre, il y a que de la bienveillance. Et voilà, tout de suite, c'est pas un sujet. Et par la suite, quand je suis sortie de l'hôpital, là, ça a été dur parce que voilà, il faut faire face. C'était l'été, j'étais en short, je pouvais pas cacher la prothèse. Mais d'abord, je m'entourais, je mettais un harem de famille, de potes autour de moi. Et surtout, j'ai compris très vite que plus je montrais une certaine assurance en portant cette prothèse, ce qui était un mytho total, mais plus je dégageais de l'assurance, plus le regard des autres, finalement, c'était pas un sujet. Ah ouais, elle a une prothèse et c'est pas un sujet pour elle, donc c'est pas un sujet pour moi, tu vois. Mais voilà, encore aujourd'hui, quand c'est l'été qu'il faut remettre des shorts, c'est la première fois que je sors dans la rue, il y a toujours ce petit truc, allez, on se motive. Très vite, ton histoire, elle a été médiatisée. On t'a vu sur beaucoup de plateaux. Alors, j'ai retracé un petit peu, voilà, toutes les publications et puis là où on te voit. Et au début, t'as un regard, t'es sans regard. En fait, je sais pas comment l'expliquer, mais je sais même pas où tu regardes. Qu'est-ce qu'il y a? T'es clairement, enfin pas déshumanisé, mais il y a un regard très particulier. Et progressivement, quand on progresse dans les mois, dans les années, où on te voit de plus en plus sur les plateaux, où tu reprends clairement vie, de l'assurance, etc. Est-ce que ça t'a aidé, le fait de te raconter au grand public, le fait d'exposer cette histoire? Est-ce que ça t'a aidé quelque part, cet exercice très particulier d'ailleurs, mais C'est vrai que cet accident, il était médiatisé parce que ça a posé, ça a reposé, voilà, la question des seniors au volant et par extension du permis de conduire illimité dans notre pays. Et c'est vrai que moi, voilà, ça fait partie intégrante de mon histoire maintenant. Quand j'ai connu les circonstances de cet accident, un homme très très âgé qui n'était plus capable de conduire, qui avait le droit finalement de conduire encore, je me suis dit que c'était dingue en fait, que rien n'existe, que le permis de conduire soit donné à vie. Et c'est pour ça que j'ai voulu mener ce combat médiatiquement parlant, ce qui me faisait du bien. Au-delà de raconter mon histoire parce que c'était pas encore très agréable à l'époque, c'était de me dire que cet accident que j'ai eu, il va pouvoir peut-être éviter d'autres accidents à d'autres. Pour moi, c'était une obsession. Je ne veux pas que ça arrive à d'autres personnes. Et donc, je participe à ce que la loi évolue et qu'on fasse une loi, tout simplement, pour que chaque conducteur repasse une visite médicale au cours de sa vie et une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge. Ça m'a animée et ça m'anime encore d'ailleurs plus que jamais. Mais c'est vrai que pour reparler du regard, moi aussi j'ai revu certaines images où j'ai l'impression que c'est notre personne en fait, que c'est pas moi. C'est un regard noir, pas du tout éteint, au contraire, animé par beaucoup de colère. J'ai jamais eu de haine, que de la colère. Mais comme je l'ai dit, la colère, ça a été un moteur, paradoxalement. Et c'est vrai que, voilà, après, à l'époque, c'était très récent, j'avais encore des médicaments, donc j'étais quelque part pas la même. Mais ce qui m'a tout de suite fait du bien, c'est de mener ce combat de sécurité routière et d'en parler au grand public. C'est devenu ma mission à partir de ce moment-là. C'est le sens que tu donnes à cette épreuve? Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est donner du sens à ce qui n'en a pas. En tout cas, lui en donner, c'est de faire une loi pour pas que ça arrive à nouveau, le moins possible. Voilà, pour moi, c'est l'unique but que j'ai aujourd'hui. Ça en est où, là, justement, cette loi dont tu parles? Ça a avancé depuis cette époque. Les mentalités ont évolué. On est allé au Parlement européen avec une députée avec qui je travaille. Et ça a vraiment
introduit ce volet sécurité routière en France. Voilà, les temps politiques sont houleux, hein, comme tu le sais, mais le travail de l'ombre continue. Et de toute façon, moi, depuis le début, j'ai une confiance inébranlable dans le fait qu'on y arrivera. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Mais ce combat, il est obligatoire pour sauver des vies, en fait. Alors, Pauline, tu parles beaucoup de ta compagne, Tiphaine, dans le livre. Et puis, alors, pour parler d'un sujet un petit peu plus léger, tu racontes comment tu l'as conquise à un moment de sa vie où elle est en couple avec un mec, elle est pas du tout disponible. Et puis, finalement, bon, les épreuves de la vie font que vous allez vous rapprocher. Et puis, finalement, t'y arrives. Alors, c'est rigolo parce que moi, j'aimerais bien connaître ton truc parce que vraiment, il y a toujours de l'espoir, même si clairement, c'est complètement fichu. C'est vraiment très bien raconté. Et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit là quand même pour tous ceux qui ont envie de tenter quelque chose, bon, c'est jamais perdu quoi. Si je peux donner un conseil, oui, donc Tiphaine, je l'ai détournée puisqu'elle était hétéro et pas du tout portée voilà, sur les femmes. Moi, quand une fille me plaît, je me suis toujours dit est-ce que je peux lui plaire. Je me suis jamais posé la question est-ce qu'elle aime les filles, est-ce qu'elle aime les garçons. Voilà, je pense que le plus important, c'est est-ce qu'on plaît à l'autre et montrer que l'autre nous plaît. C'est très important. Voilà, donc avec du culot, du caractère, parfois de la lourdeur. Hein. Moi, je pense certainement que j'ai été très lourde avec Tiphaine. C'est vrai que j'ai réussi à la voir quelque part. Ouais, oui. Et je suis vraiment heureuse. C'est vrai que c'était pas du tout gagné. Notre histoire est un film, hein, clairement, avec voilà, des obstacles, des peines, des joies. Et on savait pas ce qui nous attendait puisque c'était avant l'accident, notre rencontre. Mais en tout cas, c'est devenu une belle histoire. C'est sûr, et votre histoire, donc vous allez la vivre. Vous vivez aussi l'accident ensemble, hein, clairement, comme dit l'adage, il vous tue pas, il vous renforce. Alors tu sais, c'est le principe de cette émission. Je t'ai demandé de choisir 2 photos qui te tenaient à cœur. Puis du coup, on va commencer avec celle-ci. C'est 3 petites lettres et une petite personne qui a changé ta vie le 27 juillet 2022. Alors je voulais savoir, bon, on connaît presque déjà la réponse, mais parle-nous de cette photo, pourquoi tu l'as choisie, et puis vous avez de sacrés regards là-dessus, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus. C'est vraiment, voilà, la vie qui reprend le dessus, c'est Ava. Elle s'appelle Ava, c'est notre fille avec Tiphaine, qui est née un 27 juillet. Donc c'est, voilà, pour la petite histoire, moi mon accident c'est le 27 octobre, et elle nous a transformé ce 27 en un jour incroyable. Et c'est alors j'ai choisi cette photo parce que pour moi c'est ma fille, c'est ma fille, avec Tiphaine, c'est les 2 personnes les plus importantes sur cette terre. Et sa naissance m'a bouleversée. Et c'est toujours compliqué pour moi d'en parler parce que bien sûr, ça bouleverse une naissance. Mais avec tout ce que j'ai vécu, je pense que quand elle est née, j'ai compris que j'aurais pu mourir et que j'aurais pu ne pas la connaître en fait et que ça soit pas ma fille. Et du coup, voilà, on est une belle famille. On est très heureuse et on est reconnaissante aussi d'être en vie avec Tiphaine encore pour vivre de grands moments avec notre petite Ava. Ça t'a réparé? Ça répare plein de choses, bien sûr, la naissance d'un enfant, mais ça met le doigt aussi sur des peurs. Voilà, en parents on connaît, mais moi par exemple, j'ai développé depuis une hypervigilance sur le trottoir. Ah oui. Quand je suis avec la poussette et voilà, que je n'avais pas du tout avant sa naissance. Et des traumatismes de l'accident sont réapparus au moment de sa naissance. Donc c'est vrai que c'est particulier, mais il y a tellement de joie à côté que voilà. Et puis moi, je fais un travail encore aujourd'hui sur moi pour pas lui transmettre ses peurs. Voilà, notre accident, elle sait qu'il a existé, elle sait que sa maman, elle a une jambe de robot. On lui a expliqué toute son histoire, mais ça, on s'est toujours dit avec Tiphaine que c'est surtout notre histoire. Et elle arrive après. Donc, bien sûr, elle est au courant, mais voilà, elle n'a pas à pâtir de ce drame qu'on a vécu avec Tiphaine. Quel travail tu fais sur toi pour pas transmettre tes angoisses? Je vois un thérapeute, déjà. J'ai fait beaucoup de travail sur moi, notamment avec une technique qui s'appelle le MDR. Oui. Pour des mouvements oculaires. Exactement, pour traiter les flashs visuels, sonores que j'avais de l'accident. Et pour éviter de faire des crises d'angoisse. Et
voilà, essayer de prendre du recul et de revenir sur des choses un petit peu plus concrètes, parce qu'il y a des peurs qui sont irrationnelles, hein, c'est le propre de la peur. Donc voilà, et dès que je déborde et que je sens que là, je suis pas dans le bon rôle, j'essaye de faire au mieux. Mais c'est vrai que dans l'éducation, après il y a Tiffaine, on est deux, on a la chance d'être deux aussi, donc c'est complémentaire, parce qu'avec Tiffaine, on n'a évidemment pas les mêmes traumatismes quand même, parce qu'on n'a pas eu la même place. Donc on échange énormément et on essaie de faire au mieux. En tout cas, aujourd'hui, c'est une merveilleuse petite fille de 2 ans et demi presque, et c'est vraiment génial, quoi. Ouais, c'est sûr. Alors, Pauline, donc toi, tu as toujours été très sportive, et puis dès les premiers jours de ton hospitalisation, tu te fixes comme objectif de faire les Jeux paralympiques, et donc tu vas démarrer une carrière de sportive professionnelle, donc en tennis fauteuil. Comment, dans les premiers temps, tu as géré cette carrière de sportive pro et ta vie de maman? C'est-à-dire qu'il t'a fallu te réparer toi en te lançant dans un nouvel objectif. En même temps, tu avais aussi ta compagne et ta fille, plus tous les traumas avec lesquels tu devais composer. Comment tu as mis en place tout ça? Avec une bonne équipe, là encore. C'est vrai que j'ai jamais été seule. Déjà, moi, avant de prendre la décision de me lancer dans cette aventure vers les Jeux, j'en ai parlé avec Tiffaine, et pour moi, il fallait qu'elle soit d'accord et qu'elle soit avec moi, parce qu'on le faisait ensemble. Et elle était tout de suite d'accord? Tout de suite, ouais, tout de suite. Et c'est vrai que voilà, c'est pour ça que je suis encore aujourd'hui très reconnaissante, parce que comment je fais? Parce que il y a Tiffaine. Tiffaine, elle a une place indispensable dans la vie que j'ai choisie. Notamment quand je pars en compétition, je suis pas là, et c'est peut-être le plus difficile depuis qu'on a Ava, c'est que il y a tous ces moments de manque où je suis en train de faire mon métier et je dois bien le faire, et à la fois je suis loin de ma famille et c'est dur, et heureusement Tiffaine elle travaille, mais elle est physiquement à Paris, donc elle peut s'occuper de notre petite fille. Et c'est vrai que ça c'est un point en moins, hein, de savoir que ma fille est avec sa maman. Ça permet d'être sécurisée. Et ça a été très dur, hein, parce que quand elle est née, tous les moments où j'étais pas avec elle, j'avais l'impression de rater plein de moments qu'on a envie de vivre. Les premiers mois sont importants. Mais j'ai toujours essayé au maximum, quand je suis là, quand je suis pas en tournoi, d'être là à 5000%. Peut-être 10 000. J'imagine. Pauline, tu nous as choisi une autre photo. C'est celle-ci, qui est écrit Paris 2024. On sait qu'il s'agit des Jeux paralympiques, mais dis-nous à quel moment elle a été prise et raconte-nous un peu comment tu te sens à ce moment-là. Puisque, comme on disait, dès le début, tu te fixes cet objectif-là de faire un jour les JO, et puis finalement, tu y arrives. Eh bien, écoute, ça, c'est ma première entrée sur le central de Roland-Garros pendant les Jeux, sur le cours Philippe Chatrier. Et on parlait de regard tout à l'heure, noir, et là, je pense que le regard a bien changé. Ah ouais. Il y a même un sourire, et c'est un visage apaisé. Là, je suis juste heureuse. Sur le moment, je profite. Ce qu'on voit pas, c'est que le central était quasiment plein, et une communion avec le public inouïe. J'avais même pas encore joué, je rentrais sur le court pour jouer mon match, que c'était déjà incroyable et chargé d'émotions. Et je pense que c'est à ce moment-là, pas avant, que j'ai réalisé que je l'avais fait, ouais, que j'étais au jeu. Et tu sais, comme si tu te refais le film de toute l'histoire, de tout ce que tu as vécu les 5 dernières années, et ça y est, t'y es, quoi. Et donc c'est un accomplissement, c'est sûr. La suite dira que le résultat sportif s'est pas du tout passé comme prévu, hein. J'ai vite perdu, mais j'ai eu la chance de pouvoir jouer deux fois en simple et en double sur le central. Et voilà, j'ai envie de retenir cette image des Jeux, parce que c'était un objectif après mon accident. Mais après les Jeux, c'est devenu une étape. Et du coup, je rempile pour être à Los Angeles en 2028. Ah, c'est super. Il te fallait un objectif aussi difficile que les Jeux paralympiques pour te permettre de te sortir de tout ça? Ah oui. Parce que tu aurais pu avoir des objectifs moindres.
Ouais, mais là, tu t'es comme filé quoi qu'est-ce que j'aurais dû me dire je sais pas. Mais là, tu t'es filé clairement voilà, le plus difficile, quoi, le plus prestigieux. Ouais, c'est vrai que j'avais en tête la candidature de Paris aux Jeux. J'étais heureuse à l'idée de le vivre en tant que spectatrice parisienne, française. Et voilà, je l'ai dit dès le départ parce que j'ai fait le calcul dans ma tête. Ok, j'ai 5 ans devant moi. Je savais que c'était presque impossible. Et c'est vrai que du coup, je me suis fixé cet objectif très, très ambitieux, c'est sûr, sans aucune garantie d'y arriver. Mais oui, j'avais besoin parce que ça a été vraiment un fil conducteur dans ma reconstruction. Ouais. Où tous les matins, je savais pourquoi je me levais, pourquoi j'allais à l'entraînement, pourquoi je quittais ma fille pour partir en tournoi. Voilà, c'est l'objectif Paris 2024 qui m'a fait rebondir et le sport plus largement qui m'a aussi sauvé la vie, sans compter évidemment toutes les personnes dont Tiffaine qui m'a sauvée, mais ça a été un objectif qui m'a porté pendant ces 6 dernières années. Je pense aux personnes qui vont te regarder là à travers cette interview, qui ont peut-être vécu un accident similaire au tien, etc. Alors on n'a peut-être pas tous la capacité de faire les JO, mais qu'est-ce que tu pourrais... alors chaque situation est très différente, mais est-ce que le sport, est-ce que se fixer un objectif même minime, est-ce que c'est quelque chose qui peut aider, même si toutes les situations sont difficiles? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui te regardent? Moi, je pense que chaque individu peut s'en sortir avec les bonnes armes. Il faut identifier ce que moi j'appelle ses armes. Moi, ça a été le sport. Pour d'autres, ça sera la musique. Pour d'autres, ça sera encore quelque chose d'autre. Voilà, il faut vraiment être conscient de ce qui peut nous faire du bien, ce qu'on aime faire. Je leur dirais aussi de bien s'entourer, parce que seul, je pense que c'est très, très compliqué de s'en sortir. On a besoin des autres, on se nourrit des autres, ne serait-ce que prendre leur force pour l'endosser. Et c'est vrai que moi, j'ai été extrêmement impatiente. Ça a été dur à vivre, mais c'est une qualité, l'impatience. Même s'il y a un temps incompressible. Il n'y a pas de niveau de hiérarchie dans la douleur. Moi, j'ai vécu cet accident, j'ai eu la jambe arrachée. Quelqu'un qui voilà, ne serait-ce que perd son grand-père, ou en tout cas une personne, ça fait mal, ça atteint. Et il faut être conscient de ça, et il faut accepter aussi d'aller mal, en fait, de lâcher, de pleurer. Moi, j'ai mis du temps à accepter ça. Pour moi, pleurer, c'était faible. Il faut accepter de lâcher, d'aller mal, de tomber bien bas pour vider ce qu'il y a à vider et mettre le temps qu'il faut. Parce que chaque personne ne met pas le même temps. Ça, c'est vraiment certain. Et voilà, identifier ce qui nous fait du bien. Et moi, je suis convaincue qu'on finit toujours par s'en sortir d'une manière ou d'une autre avec le temps qu'il faut. Il ne faut pas lâcher, vraiment. Il y a un sujet que tu abordes en toute fin de ton livre, c'est la question des assurances. C'est important d'en parler parce que ça a été un parcours du combattant ajouté à celui que tu vivais déjà physiquement, mentalement, psychologiquement. Ça a pris du temps. Les expertises sont lourdes à vivre. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, mais est-ce que tu as envie d'en parler, de dire un petit peu voilà, comment tu as traversé toutes ces procédures-là? Oui, le monde des assurances, c'est un monde voilà, que je connaissais de loin parce que c'est obligatoire d'avoir une assurance. Mais c'est vrai que en tant que victime, j'ai trouvé ça très abrupt, très raide, la façon dont les assurances peuvent gérer des dossiers d'indemnisation. Puisque dans mon cas, voilà, l'assurance du conducteur va m'indemniser. C'est encore en cours aujourd'hui. Donc 6 ans après, on est plutôt sur la fin, je l'espère. Mais c'est vrai que c'est un monde que je n'imaginais pas, où il y a des niveaux de préjudice. On met des notes sur les souffrances endurées, notamment une note sur 7. Et ça paraît... ça n'a aucun sens, en fait. C'est vraiment pas fait pour les victimes. Il y a pas beaucoup d'humanité dans ce milieu. Moi, on m'a donné des exemples et on m'a dit que le profil combatif que j'avais n'était pas un profil qui était bien indemnisé parce que je voulais m'en sortir. Et c'est vrai que voilà, l'enjeu de l'assurance, c'est de dépenser le moins d'argent. Donc, c'est d'essayer de baisser tous les préjudices que j'ai pu avoir. Donc, il y a des préjudices esthétiques, à quel point ça m'amochit, le préjudice sexuel, à quel point ça impacte
ma vie sexuelle, le préjudice d'établissement, est-ce que je suis mariée, pas mariée, est-ce que je vais devoir retrouver l'amour avec une jambe en moins, des trucs assez dingues. Oui. Moi, je n'y croyais pas la première fois qu'on m'a expliqué comment ça se passait. Et c'est vrai que, voilà, ça paraît tellement dingue par rapport à ce que nous, victimes, on vit, que moi, c'est devenu un combat pour essayer de sensibiliser aussi les assurances sur le fait que dans un accident, il y a une victime parfois qui est physique, mais il y a aussi les victimes qui sont blessées psychologiquement. La place de Tiphaine, hein, les fameux aidants, hein, comme on les appelle. Voilà, certes, Tiphaine, elle a pas été blessée physiquement. En revanche, elle était sur la scène de l'accident comme moi. Elle a vu des choses que moi, je n'ai pas vues, des choses abominables qu'on n'a pas envie de voir. Et elle a dû gérer ce traumatisme psychologique qui vous accompagne le reste d'une vie. Et sa place n'est pas reconnue dans le monde des assurances. C'est-à-dire que la blessure psychologique, finalement, elle vaut pas grand-chose, hein, financièrement parlant. Et ça, pour moi, c'était inaudible. Donc, je me suis battue pour que son statut de victime directe soit reconnu. Et je connais encore plein de dossiers, parce que moi, je reçois beaucoup de messages où on me raconte voilà, les accidents, les dossiers, les procédures, où ça en est. Où malheureusement, c'est le cas pour les assureurs qui ne prennent pas en considération l'entourage, les blessures psychologiques qu'ils peuvent avoir pour une vie future. Parce que moi, l'indemnisation que je vais avoir, c'est pour ma vie future, parce que moi, moi j'étais en train de bosser, j'étais hyper sportive, j'étais jeune. Donc, il y a une valeur financière qui va venir compenser tout ça. Bien sûr, de toi à moi, des millions, même si j'en avais, demain, si on me rend ma jambe, je la reprendrai. Mais c'est un monde très, très brutal, je trouve, ce monde des assurances. Ça lui a fait du bien à Tiphaine d'être reconnue en tant que victime? Oui, je pense. Elle a vu mon investissement, vraiment pour mon énergie que j'ai mise pour que ça se passe. Après, c'est symbolique, hein, évidemment, on n'est pas sur des sommes astronomiques, mais c'était important. C'est important que sa place soit reconnue aux yeux des assureurs et je pense pour le reste des personnes aidantes qui sont impactées, ce sont des victimes aussi. Voilà. Mais oui, parce que tu parles de l'indemnisation, mais on est bien d'accord que voilà, ta prothèse, ça a un coût, ça coûte extrêmement cher, il y a de l'entretien, parfois elle doit se briser, il faut la remplacer, etc. Donc forcément, t'en as besoin. Non seulement j'ai besoin de prothèses, mais j'ai besoin d'une prothèse pour faire chaque sport, si je puis dire. J'ai une prothèse pour courir, une prothèse pour le ski, une prothèse pour aller dans l'eau, une prothèse esthétique avec une cover esthétique, et aussi des aménagements à la maison. Hein. Bon, moi, j'ai la chance de pouvoir être debout avec la prothèse, mais j'ai un fauteuil aussi le soir quand j'enlève ma prothèse. Il me faut un appartement adapté au fauteuil, PMR. Tout ça, en fait, ça a des conséquences sur la vie. C'est vrai que notre vie, elle a radicalement changé depuis cet accident et ça a un prix, forcément. C'est sûr. Tu sais, Pauline, on dit souvent que parfois on prend conscience de la valeur de la vie après avoir vécu des épreuves. Alors parfois, c'est un peu dommage parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de l'apprécier telle qu'elle est quand tout va bien. T'as beaucoup réfléchi à ça? Ah ouais, je suis tellement d'accord et c'est tellement dommage, comme tu dis. Donc moi, c'est aussi une de mes missions. J'essaye de partout où je passe, de dire, sans vivre dans la peur, vraiment de savourer la chance qu'on a, d'être en bonne santé, d'être aimé, d'être entouré. Et voilà, moi je sais que ça existe maintenant, les drames existent, et ça je le savais pas avant. Et je pense que, comme tu dis, c'est dommage d'attendre qu'il arrive un drame pour se rendre compte de tout ce qu'on avait avant et vivre dans le passé finalement. Donc être dans le moment présent, c'est important, et profiter de la vie surtout. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi.